Donc, après la ville de Québec, on s'attaque aux villes patrimoniales mondiales. Donc, on a vu un exemple avec la ville de Québec. On va maintenant revenir plus au niveau mondial. Quelles sont les caractéristiques? C'est quoi les villes, les menaces? Quel est le rôle de l'UNESCO, les contraintes à être une ville patrimoniale? Donc, qu'est-ce qui qualifie une ville patrimoniale? Ben, il faut posséder plusieurs sites du patrimoine, donc créés par des humains, donc un patrimoine culturel. Et la ville patrimoniale doit se développer en fonction de conserver ce patrimoine-là. Donc, l'objectif, ce n'est pas de le détruire pour construire un centre d'achat, c'est de conserver le patrimoine. Donc, vous avez cette petite équation, le patrimoine, c'est un héritage du passé. Selon l'UNESCO, pour devenir une ville patrimoniale, okay, la ville doit avoir un aspect unique, donc être unique en son genre, esthétique, donc ça doit être une ville, quelque chose qui est beau à l'œil. Okay? Esthétique, c'est beauté. Il doit avoir un aspect culturel, donc un aspect de la culture de l'endroit, comme à Québec, ben, la culture, c'est trois époques, okay? L'époque française, l'époque anglaise et l'époque contemporaine. Et quatrièmement, ça doit être un patrimoine qui est historique, donc qui date de au moins une centaine d'années à plusieurs centaines d'années. Et donc, qui va, le côté patrimonial, ce côté de la préservation là, de l'histoire. On a quelques villes patrimoniales dans le monde. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. On vous montre ces deux-là pour montrer il y a des sites qui sont habités et d'autres non habités. Donc, si on parle de la ville de Québec, on est dans la première catégorie, comme le centre historique de La Havane à Cuba. Donc, il y a des gens qui habitent à l'intérieur d'une ville patrimoniale. Okay? Venise et sa lagune, donc Venise qui est en plein centre de l'eau avec les canaux qu'on peut se promener, mais il y a des habitants à Venise, des gens qui y habitent, qui y travaillent, qui élèvent leur famille. Okay? Même chose à Istanbul, en Turquie. On voit ici l'église Hagia Sophia, qui a été la plus grande église du monde pendant tout près là, de 800 ans. Et encore là, il y a eu les Romains et puis les différents califats là, musulmans qui se sont succédés. Donc, à Istanbul aussi, là, on a un patrimoine de plusieurs époques. Donc, il y a encore des gens qui y vivent. D'un autre côté, il y a des sites patrimoniaux qui ne sont pas habités. Donc, ils ont les 4 critères, okay, mais ne sont pas habités. Le Taj Mahal, en Inde, est un mausolée, donc pour accueillir une dépouille, une tombe, bâti par un seigneur indien à sa femme décédée. L'Acropole d'Athènes, qui était le centre économique culturel de la Grèce antique, donc de Athènes, et la cité impériale de Thang Long, à Hanoï au Vietnam. C'était la cité impériale du temps de l'empereur du Vietnam. Donc aujourd'hui, c'est une place qu'on peut visiter, mais personne n'y réside. Pourquoi c'est important de le préserver, le patrimoine mondial? C'est qu'il y a des menaces quotidiennes à ce patrimoine-là. Tout d'abord, évidemment, la nature, que ce soit le tremblement de terre, le vent, l'eau, la végétation, si on ne fait pas attention à des sites patrimoniaux, la nature va finir par reprendre son cours et les dégrader, et parfois les dégrader à un niveau où ce n'est plus reconnaissable. Le manque d'entretien et de conservation, c'est un peu la même chose. Donc, si jamais c'est de la végétation où on ne met pas les fonds nécessaires, donc ça coûte cher d'entretenir des bâtiments. Et donc, si le gouvernement local ne met pas l'argent, ben, il peut y avoir une dégradation comme on voit ici. Les conflits armés et les guerres, donc, dans les 10 dernières années, il y a eu des conflits au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak principalement, et ce sont deux pays extrêmement riches en sites patrimoniaux. Donc, il y a eu d'un côté des bombardements et de l'autre côté un groupe terroriste qui s'appelait l'État islamique qui, lui, voulait effacer le passé culturel de ces sites-là et donc les détruisait de façon volontaire. Et finalement, les travaux, les constructions, si jamais vous avez un site patrimonial puis tout autour on bâtit des gratte-ciels, ben, ça vient affecter un petit peu là, le patrimoine de cet endroit-là.
Donc, c'est quoi le rôle de l'UNESCO? Ben, c'est en 3 parties. Premièrement, c'est établir la liste du patrimoine. Donc, en premier lieu, il y a beaucoup de villes qui vont, ou endroits qui vont poster leur candidature en disant qu'ils ont les 4 critères uniques, esthétiques, culturels, historiques. Et c'est à l'UNESCO de décider est-ce que toi, tu fais partie de ma liste? Oui ou non. 2, une fois que tu fais partie de la liste, c'est sauver et conserver le patrimoine mondial. Donc, ils doivent s'assurer que tous les pays qui contiennent des éléments du patrimoine mondial s'entendent pour veiller à la protection et à la conservation des sites patrimoniaux. Donc, et de plus, les pays doivent coopérer pour s'aider mutuellement. Des fois, il peut y avoir des sites patrimoniaux dans des pays ou dans des villes qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir l'entretenir comme il le faut. Il incombe donc à d'autres pays un petit peu plus riches, comme le Canada, d'aider, que ce soit en envoyant du matériel, des experts ou des fonds, pour aider à préserver ce patrimoine-là mondial qui est en fait un patrimoine de l'humanité et non pas seulement du pays dans lequel ce site-là se trouve. Et finalement, ben, aider les pays, les villes concernées, donc les encourager à protéger leur patrimoine, assister une assistance technique, constituer un fonds, puis encourager la coopération et le financement entre les pays membres. Donc, l'UNESCO a dans ses rangs des experts, des historiens, des archéologues, des experts en construction qui peuvent aider à préserver le patrimoine à travers la planète lorsqu'on leur demande. Et finalement, c'est bien beau à être sur la liste du patrimoine mondial. Il y a plusieurs avantages à ça. Premièrement, ben, ça donne du prestige. Si moi, je regarde, je veux voyager à travers le monde, je vais aller voir des sites patrimoniaux, je vais aller sur le site de l'UNESCO parce que je me dis qu'eux ont déjà fait un filtre de presque tous les endroits de la planète et en ont sélectionné quelques centaines qui sont les plus magnifiques au niveau du patrimoine culturel. Donc, ça donne beaucoup de prestige. Ce prestige-là attire les touristes. Et en 3e lieu, ça donne accès à un financement du Fonds du patrimoine. Donc, ça coûte cher d'entretenir le patrimoine, mais l'UNESCO peut aider. Cependant, il y a des obligations. Donc, il faut être situé dans un pays membre de l'UNESCO. Si vous ne faites pas partie des pays membres, vous ne pouvez pas promouvoir un de vos sites pour être sur la liste. Vous devez avoir un plan de conservation du site patrimonial, montrer comment vous faites aujourd'hui et demain pour le préserver. Assurer le respect du caractère historique. Donc, garder les façades. Si jamais vous rénovez, vous devez garder les façades, les aspects historiques pour être sûr que ce patrimoine-là respecte son histoire. Et mener des recherches archéologiques. Avant toute nouvelle construction sur le site patrimonial, être sûr qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on n'a pas vues. Vous avez ici un exemple. La vallée de l'Elbe à Dresde a été retirée de la liste parce qu'ils ont construit un pont moderne et donc ça brisait les critères là, de l'UNESCO. Et ça fait le tour pour le patrimoine des villes mondiales. C'est donc le temps d'aller compléter le mini-test numéro 2.